Nous proposons ici de poursuivre le développement de l'application d'évaluation des candidats sous forme de QCM. Nous n'en sommes qu'au début pour l'instant. Dans la formation précédente, nous avons construit quelques légères animations comme celles que vous voyez. Leur objectif est d'attirer l'attention sur les informations nécessaires à remplir. Avant de développer ce formulaire d'identification questionnant la base de données externe Access, encore faut-il qu'un candidat soit en mesure de s'inscrire. Nous allons donc focaliser notre attention sur le second user form nommé inscription, le temps de deux petites formations. La première, celle-ci, consiste à guider le candidat dans l'inscription des données requises. Les zones de texte proposent des informations explicites qui doivent s'effacer lorsque l'utilisateur les active, mais elles doivent aussitôt se réactiver si d'aventure il quitte la zone sans l'avoir renseigné. Comme toujours, nous partons donc d'un classeur source existant proposé au téléchargement depuis le site bombache.fr et restituant les travaux précédents sur les animations. La première chose à faire est de rendre le formulaire d'inscription accessible par clic. C'est en effet le formulaire d'identification qui est chargé par défaut, souvenez-vous. Je vous propose donc de basculer dans l'éditeur de code VBA Excel et de déployer l'arborescence de notre projet en cours. Et comme vous le savez, un mot de passe protège notre code. Il s'agit de 4 fois la lettre A, soit A. Et nous validons par OK, si bien que, effectivement, nous accédons à cette arborescence et lorsque nous déployons le dossier feuille, eh bien, nous constatons la présence de nos deux formulaires. Comme je vous le disais donc, le formulaire qui se déclenche à l'ouverture est ce formulaire connexion d'identification pour lequel nous avons développé des animations dans la formation précédente. Constatez que le lien jamais inscrit qui est indisponible par défaut se rend disponible, actif, dès lors que les animations ont fini de se jouer. Il doit permettre de basculer sur le formulaire d'inscription au clic. Pour l'instant, il n'en est rien. Nous allons donc commencer par ce léger code très simple qui consiste à masquer un formulaire au profit d'un autre. C'est pourquoi il s'agit d'un contrôle label. Nous allons double-cliquer sur ce dernier pour générer sa procédure événementielle, constater la présence des codes précédents pour les animations. Et donc nous générons la procédure lien underscore click, lien étant le nom de notre objet label, click et bien son événement associé, si bien que tout code inséré entre ces bornes va s'exécuter au clic sur ce label. Et comme je vous le disais, nous devons donc au clic masquer ce premier formulaire pour afficher le suivant. Nous appelons les objets par leur nom en programmation orientée objet. Le premier se nomme donc connexion et nous souhaitons le masquer .hide qui est, comme vous le constatez, une méthode bien sûr qui permet de masquer ce formulaire et dans la foulée donc, eh bien, nous souhaitons afficher le formulaire inscription et comme nous l'avons vu déjà à de nombreuses reprises, c'est la méthode show d'un objet de type userForm qui permet de l'afficher. Mais tant que nous en sommes là, et tant qu'à faire, avant de tester, eh bien je vous propose que sur le formulaire inscription, que nous pouvons afficher par double-clic en mode conception, eh bien que nous permettions la bascule en sens inverse en cliquant sur le bouton annuler. Donc, nous double-cliquons en conception sur le bouton annuler pour générer sa procédure événementielle associée, annuler underscore click. Et là, eh bien, le principe est inverse, c'est le formulaire inscription que nous devons masquer, soit sa méthode hide, tandis que nous devons réafficher le premier des deux formulaires, soit la méthode show associée à notre objet connexion. Donc nous enregistrons les modifications, nous repartons du formulaire connexion pour faire une petite simulation, puisque je vous rappelle, grâce à notre procédure événementielle dans notre élément thisWorkbook, donc procédure événementielle workbook open, qui intercepte l'événement de l'ouverture du classeur pour pouvoir déclencher l'affichage de notre formulaire connexion. En d'autres termes, dès que nous ouvrons notre classeur, c'est bien le formulaire d'identification qui s'affiche par défaut. Donc, nous partons de ce dernier pour réaliser une petite simulation. Nous enfonçons la touche F5 pour l'exécuter. Nous attendons que effectivement les animations aient le temps de se jouer. Vous constatez que le lien est rendu disponible. Nous cliquons dessus et instantanément, il se masque au profit du formulaire inscription. Et par rapport
au second code que nous avons bâti. Si nous cliquons sur le bouton annuler, eh bien vous constatez effectivement que nous faisons le chemin inverse, c'est-à-dire que nous restituons l'affichage du premier des deux formulaires. En termes de navigation, donc, ces petites lignes de code nous ont permis de rendre assez ergonomique cette bascule. Il s'agit maintenant de gérer les événements consistant à guider l'utilisateur dans la saisie des informations demandées sur le formulaire inscription que nous affichons en mode conception. L'objectif, je vous le rappelle, est que ces informations sont données en lieu et place dans les zones de saisie elles-mêmes, et bien qu'elles se masquent plutôt qu'elles disparaissent lorsque la zone est activée pour pouvoir laisser l'utilisateur, le candidat, saisir les informations, et que si d'aventure il quitte cette zone sans avoir renseigné quoi que ce soit, et bien qu'elles se remettent en place avec les informations par défaut. Donc, il faut pouvoir gérer des événements liés à chacune de ces zones. Nous allons donc double-cliquer sur la première d'entre elles pour constater que nous créons la procédure événementielle non change, c'est-à-dire un code qui sera déclenché lorsque VBA va détecter qu'un changement a eu lieu dans la saisie de cette zone de texte. Mais ce n'est pas la procédure qui nous intéresse. Nous avons besoin d'un événement dès selon que l'utilisateur active cette zone et d'un autre indiquant qu'il la quitte. Dans le premier cas, l'indication doit donc disparaître pour laisser place à la saisie. Dans le second, elle doit réapparaître si le candidat a quitté la zone sans la renseigner. Ces deux événements attachés au textbox se nomment respectivement Enter et Exit. Et comme vous le savez, en haut de l'éditeur, il y a deux listes déroulantes. Celle de gauche permet de choisir l'un des objets recensés dans le projet à piloter, ou plutôt ici dans le formulaire actif, soit le formulaire inscription. Et la seconde liste déroulante permet pour un objet identifié de lui associer un événement. Et comme vous le constatez, dans la liste des événements proposés, il y a tout d'abord l'événement Enter, et donc nous allons choisir aussi l'événement Exit. Et il s'agit de réitérer ce processus pour l'ensemble des autres contrôles présents sur notre formulaire. Nous avons donc notre contrôle non. Il faut que nous fassions la même chose pour la saisie du prénom, et vous constatez que malheureusement, à chaque fois que nous sélectionnons un objet, c'est la procédure par défaut qui est proposée, celle qui ne nous intéresse pas, en l'occurrence le change. Alors, je vous propose que nous les fassions toutes les unes à la suite des autres. Il y a vide pour votre identifiant. De manière à ce qu'elles soient toutes en place, nous implémenterons le code seulement à l'issue. Il nous reste encore le contrôle mail pour le mail de l'utilisateur. Il faut donc générer la procédure événementielle Enter et Exit. Et nous allons nous débarrasser de toutes celles qui n'ont pas lieu d'être, comme par exemple vide underscore change. Ensuite pour le prénom, prénom change. Donc comme ça, nous purgeons un petit peu l'espace de travail et le code en trop. Et la même chose donc pour le mail, puisque nous l'avions déjà fait pour le contrôle non. Une fois que toutes ces procédures existent, il s'agit de pouvoir effectivement développer le code permettant de dire voilà, lorsque l'événement enter est intercepté, il est intercepté par exemple quand le candidat va cliquer dans cette zone, ou bien quand il va l'activer par une touche au clavier. Il peut s'agir de la touche tabulation, par exemple. Dès lors que, effectivement, VBA détecte que nous entrons dans cette zone, il doit libérer l'espace, et donc, si l'information par défaut pour le mail est votre adresse mail, et pour ne pas prendre de risque, ce que je vous propose, c'est pour chacun d'entre eux, vous voyez, de récupérer l'information que nous avons dans la propriété qui se nomme caption, que nous allons retrouver. Alors, c'est pas la propriété caption, autant pour moi, puisqu'il ne s'agit pas de label, mais il s'agit de zone de saisie. Vous constatez qu'il s'agit donc de la propriété value. Donc, pour ne pas risquer de créer des erreurs de recopie, dans la comparaison que nous devons effectuer, tout simplement, je viens prélever l'information par défaut pour dire, voilà, si c'est bien l'information par défaut qui est présente, au moment où le contrôle est activé, nous allons la vider, parce que si l'utilisateur a déjà saisi quelque chose d'utile, il ne faut plus l'effacer, il veut peut-être simplement la modifier. Donc nous utilisons une instruction conditionnelle if pour dire, voilà, si le contenu du contrôle, zone de texte mail, propriété texte, comme vous le savez, est égal à l'indication par défaut, soit votre
adresse mail, eh bien, à ce moment-là, nous en concluons que nous devons libérer l'espace den, eh bien, nous allons faire en sorte que son contenu soit vidé. Grâce à sa propriété texte, nous l'affectons à un texte vide égal guillemets guillemets. Et dans ce cas, effectivement, eh bien, l'utilisateur pourra saisir les informations. En revanche, un petit peu plus complexe dans le cas où il va quitter la zone et que nous allons déceler plusieurs causes possibles, comme par exemple une zone qui est toujours vide, ou bien une adresse mail qui ne contient ni un point, ni le symbole de l'arrobase. Dans ces conditions-là, nous ne pourrons pas accepter cette saisie et nous devons en alerter l'utilisateur, tant qu'à faire visuellement, pourquoi pas. Pour ça, donc, je vous propose, là encore, d'exploiter une instruction conditionnelle if, qui consiste dans un premier temps à savoir si le contenu de notre contrôle, zone de texte mail, propriété texte, est vide, ou bien il peut s'agir de l'absence du point, comme je vous le disais. Pour ce faire, nous allons donc utiliser la fonction instr, instring, que nous avons exploitée à maintes reprises dans nos formations VBA Excel, qui permet de savoir, en partant d'une position, premier argument, du premier en l'occurrence ici, comme vous le constatez, pour une chaîne de texte à tester, en l'occurrence ici le contenu de notre zone mail, eh bien si la présence du point que nous passons en troisième argument est décelée. Et la fonction nstr, en l'occurrence, est censée retourner la position de ce dernier élément que nous lui avons passé du point. Si elle renvoie 0, cela signifie tout simplement que le point n'a pas été trouvé. C'est pourquoi nous avons utilisé un OR pour dire, bah voilà, dans le cas où le contenu est vide ou bien qu'il n'y a pas de point, la saisie n'est pas bonne, elle ne peut pas être acceptée. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le cas où il n'y a pas le symbole de l'arrobas pour une adresse mail par exemple. Donc, eh bien, nous allons ajouter une dernière contrainte, toujours avec notre OR, car il ne s'agit pas d'une instruction exclusive, il s'agit que l'un de ces critères soit vrai pour que l'ensemble des conditions ne soient pas vérifiées, qu'en l'occurrence, eh bien, nous considérions que l'adresse mail n'est pas correcte. Si la présence non plus du point, comme je vous le disais, donc, mais de l'arrobas n'est pas décelée, donc que la fonction nstr renvoie à la position 0, eh bien à ce moment-là, nous ne pouvons pas laisser continuer l'utilisateur, il faut l'en avertir. Nous allons prévoir une branche else car dans le cas où tout est correct, que aucun de ces critères ne s'est déclenché, eh bien, il faut tout simplement pouvoir restituer la couleur par défaut de notre zone de texte, car nous allons la changer ici, justement. La première chose, effectivement, à faire est de dire, ben voilà, puisque nous ne pouvons pas accepter l'information qui a été saisie, parce qu'elle est peut-être vide, parce qu'il manque le point ou parce qu'il manque l'arrobas, nous allons commencer déjà par restituer l'information d'origine au moment où la zone est désactivée. Je vous rappelle qu'il s'agit de l'événement exit, c'est-à-dire lorsque vraisemblablement le candidat quitte cette zone de saisie. Et dans le même temps, eh bien, nous allons faire en sorte que notre couleur de fond change pour que l'attention de l'utilisateur soit en temps réel attirée et qu'il sache qu'il y a des corrections à apporter. Nous allons restituer exactement ce que nous avons fait dans la première formation, propriété backcolor de notre zone de texte mail, que nous allons affecter grâce à la fonction RGB qui demande 3 composantes de couleurs, le rouge, le vert et le bleu, et nous allons lui passer, parce que nous avons réalisé quelques petits tests qui nous conviennent, les valeurs respectives 255, 255 et 153, c'est un jaune assez clair. Donc, l'utilisateur en sera averti. Effectivement, il va sans doute venir corriger l'information parce qu'il s'aperçoit qu'il y a eu une erreur dans la saisie. Et donc, si lorsqu'il quitte de nouveau cette zone d'influence, les informations sont correctes, ça veut dire que le champ n'est pas vide, qu'il y a bien le point, qu'il y a bien l'arrobas, et bien faut-il encore être en mesure de restituer la couleur de fond par défaut. Nous l'avions vu dans la formation précédente, les 3 composantes sont identiques. Il s'agit de la valeur 248 après avoir effectué quelques tests qui nous convenaient là encore. Et puis de fil en aiguille, eh bien, nous allons pouvoir poursuivre, mais peut-être nous pourrions tester à ce stade. Nous allons sélectionner notre formulaire connexion, l'exécuter, attendre que les animations aient fini de se jouer pour pouvoir cliquer directement sur notre lien qui permet en effet de basculer sur le formulaire d'inscription. Lorsque nous cliquons sur notre zone de texte du mail, vous constatez que c'est parfait. L'information par défaut se dérobe laissant place à la saisie. Et nous allons saisir quelque chose qui est incorrect pour voir comment réagit notre code. Et vous voyez que eh bien, cette information n'est pas acceptée, si bien que la donnée
par défaut, celle d'origine, votre adresse mail est restituée et que l'arrière-plan de notre zone de texte apparaît dans une couleur explicite qui attire l'œil et qui indique donc au candidat qu'il doit corriger sa saisie. Nous devons donc poursuivre exactement le même principe avec toutes les autres zones, comme par exemple la zone non. Celle-ci est un peu plus simple dans le cas où effectivement le non, la saisie ne vaut pas, alors nous allons la prélever, c'est ce que je vous propose, comme nous l'avions fait tout à l'heure. Par défaut, il est écrit votre nom. On ne peut pas trop se tromper non plus, mais ce n'est pas grave, nous ne prenons pas de risque. Propriété value dans la fenêtre propriété du contrôle tel que nous l'avions développé, et donc le test est absolument identique, sauf que le nom d'objet change si son contenu, propriété texte, est égal à l'information par défaut, soit votre nom. À ce moment-là, nous libérons l'espace, et il ne reste plus qu'à tout simplement vider sa propriété texte en l'affectant à deux guillemets, comme nous l'avons fait d'ailleurs pour le mail. Et nous constaterons à l'issue que pour l'ensemble de ces contrôles, toutes nos instructions VBA fonctionneront à merveille pour guider au mieux l'utilisateur dans une application qui deviendra de fil en aiguille de plus en plus ergonomique. Il s'agit ensuite, effectivement, de pouvoir faire le test inverse au moment où la zone non est désactivée parce que tout simplement le candidat sort de cette zone d'influence. Et donc, dans le cas où effectivement, alors je vais prélever des bouts de code que nous avons construits précédemment de manière à ne pas devoir tout refaire. Le test est très simple. Est-ce qu'au moment où il quitte cette zone d'influence, la zone de texte est vide? Si elle est vide, ça ne va pas. Ça veut dire que non seulement nous devons restituer la valeur par défaut, donc nous allons la prélever, et puis nous allons en profiter pour déclencher le même jeu de couleurs en ce qui concerne l'arrière-plan du contrôle, et je vous rappelle qu'il s'agit de la fonction RGB avec ses composantes de couleurs qui permet cette affectation. Sauf qu'effectivement, nous adaptons au bon nom d'objet, puisqu'en l'occurrence, nous sommes en train de travailler sur la zone de saisie qui est nommée non. Et dans le cas contraire, dans le cas où ce test échoue, tant mieux, cela signifie que l'utilisateur a correctement rempli les informations sur son nom en l'occurrence, mais si d'aventure il avait fait un correctif entre-temps, eh bien nous allons restituer la couleur telle qu'elle était attribuée par défaut pour la zone non. Nous devons faire de même pour la zone de texte du prénom. Comme nous l'avons fait jusqu'à présent, je vais prélever sa valeur par défaut. Nous allons double-cliquer dessus et le principe se reproduit à l'infini. Si effectivement la zone qui se nomme prénom, c'est son nom d'objet, propriété texte, c'est-à-dire son contenu, est égale au moment où nous entrons à votre prénom, eh bien cela signifie que l'utilisateur n'a encore rien saisi, donc que nous devons la libérer pour qu'il puisse renseigner ces informations. Dans le cas contraire, on est bien d'accord, ça veut dire qu'il a déjà saisi son prénom, donc nous n'allons pas effacer le contenu. C'est pourquoi ce test est primordial. Et puis, effectivement, ensuite, il faut faire exactement la même chose que précédemment. Alors, tant qu'à faire, les copier-coller sont toujours précieux, mais souvent dangereux. Pourquoi? Eh bien parce que, effectivement, par paresse, fainéantise, donc, on a tendance à vouloir tout répliquer, sauf qu'il ne faut pas oublier d'adapter ce qu'il doit l'être, et en l'occurrence ici, il s'agit des noms d'objets. Le nom d'objet non doit être remplacé par prénom, il faut en oublier aucun, et puis si ça nous arrivait, eh bien ce n'est pas grave, nous reviendrions sur notre code pour pouvoir corriger ce qui manque. Le principe est donc le même, si au moment où l'utilisateur quitte cette zone de saisie, le prénom est vide, à ce moment-là, vous voyez que j'avais oublié justement ici quelque chose, l'information par défaut n'est pas votre nom, mais votre prénom. Nous allons donc restituer l'indication qui lui permet de remplir au mieux ce formulaire. Et puis dans le cas où par contre cette saisie est considérée comme correcte, nous restituons la couleur d'origine du contrôle si d'aventure entre-temps elle avait changé. En ce qui concerne le dernier de ces objets, le dernier de ces contrôles, votre identifiant, il est un peu particulier dans la mesure où
eh bien c'est une zone d'identifiant de mot de passe et que la saisie doit être masquée. Dans un premier temps, je prélève l'information par défaut qui est légèrement plus longue. Et vous constatez que chaque zone de texte propose une propriété qui se nomme password car. Si elle est renseignée, eh bien le symbole que nous allons saisir dans cette propriété sera celui qui, au fil de la saisie, va remplacer chaque lettre tapée de manière à la masquer, à la protéger à l'écran. Il ne reste plus donc qu'à nous soucier effectivement de ce dernier contrôle. Le principe au départ est exactement le même. Notre contrôle s'appelle vide. Je vous rappelle, vide, c'est une compression pour signifier votre identifiant. Propriété texte, c'est comme ça que nous l'avons nommé tout simplement. Propriété texte, donc si elle vaut la valeur par défaut, c'est-à-dire le texte par défaut, votre identifiant de connexion, comme toujours, eh bien, nous devons bien sûr la libérer, mais ce n'est pas tout. Et comme nous avons une autre action à enclencher derrière, cette fois-ci, nous allons borner notre instruction if par notre borne NDIF, car cette fantaisie d'écriture que nous avons exploitée jusqu'alors, qui se fait sur une ligne, n'est possible que lorsqu'une seule action suit un test vérifié. Donc, tout simplement parce qu'il va falloir gérer ces caractères, ces symboles qui vont permettre de masquer la saisie en temps réel. Si donc il s'agit bien de l'information par défaut, effectivement, eh bien nous devons vider, comme toujours, la zone de saisie pour permettre au candidat de saisir son identifiant pour l'inscription. Et puis, comme sa saisie doit être masquée, nous affectons, comme je vous le disais, sa propriété password car, et entre guillemets, c'est un choix délibéré. Nous choisissons ici le symbole de l'étoile, comme c'est souvent le cas, afin d'encrypter la frappe de l'utilisateur. Et puis, il s'agit maintenant de pouvoir tester le cas où eh bien, le candidat sort de cette zone d'influence. Premièrement, et comme toujours, est-ce qu'au moment où il quitte cette zone d'influence, est-ce que la zone de saisie est vide? Dans ces conditions-là, vous êtes d'accord, comme toujours, eh bien, nous savons que nous ne pouvons pas accepter que cette information soit vide, sachant qu'il s'agit de l'information essentielle, l'identifiant, celle de la clé primaire dans une table de base de données. Mais ce n'est pas tout. Nous ne souhaitons pas autoriser les identifiants dont la longueur serait inférieure à 4 caractères. C'est pourquoi, grâce à notre instruction OR, nous vérifions ensemble deux critères potentiels. Et grâce à la fonction VBA len, que nous avons elle aussi exploitée à de maintes reprises, nous allons tester la longueur de la chaîne de texte, soit de l'information saisie dans la zone vide.texte que nous lui passons donc en paramètre de cette fonction. Len renvoie le nombre de caractères qui sont inclus, qui constituent eh bien, cette zone de texte. Si cette longueur est inférieure à 4, à ce moment-là, ça ne nous va pas. Comme nous avons utilisé l'instruction OR, il suffit que l'un des deux critères soit vérifié pour que nous considérions qu'effectivement, la saisie n'est pas conforme. Dans ce cas, effectivement, eh bien, nous devons, comme toujours, en alerter le candidat. Mais ce n'est pas tout, il faut aussi pouvoir restituer l'information par défaut, ce que nous allons faire donc. Par copier-coller, ce sera plus sûr, parce qu'il faut la restituer à l'identique, puisqu'à chaque fois qu'on entre dans cette zone de saisie, c'est ce texte strict qui est testé. Donc, grâce à la propriété texte, eh bien, nous la réaffectons à la valeur d'origine dans un premier temps. Ensuite, bien sûr, eh bien, puisque nous quittons cette zone d'influence, enfin je dis bien sûr, on pourrait la laisser telle qu'elle, mais ce ne serait pas très correct, dans la mesure où le texte par défaut, qui est l'indication visuelle pour l'utilisateur, serait encrypté. Donc, nous allons réinitialiser la propriété password car sur du vide à rien, de manière à ce que l'information par défaut ne soit pas encryptée. Et puis, il s'agit ensuite d'alerter visuellement l'utilisateur grâce à la propriété backcolor de chaque zone de texte ou de beaucoup de contrôles de formulaire notamment, en la plaçant sur un jaune assez clair. Et dans le cas contraire, bien entendu, nous souhaitons effectivement, une fois que la saisie est validée, parce que et la zone de texte n'est pas vide, et en même temps, nous avons confirmé que la longueur de la chaîne était supérieure ou égale à 4 caractères, et bien donc, l'alerte est levée, donc nous réaffectons le contrôle, du moins sa couleur de fond, backcolor, propriété backcolor, à la couleur d'origine. Qu'en est-il si à ce stade nous souhaitions tester notre application? Nous allons double-cliquer sur le formulaire connexion pour l'afficher en mode conception, l'exécuter pour effectuer une simulation, les animations se jouent, notre lien
est rendu disponible. Nous cliquons donc dessus pour constater que par défaut, cette zone est active. Ce n'est pas forcément d'ailleurs le meilleur choix. Dans les prochaines formations, nous ferons en sorte que un autre contrôle soit actif, puisque du coup, nous perdons l'indication. Bref, si nous cliquons sur votre prénom, vous constatez en effet que l'information disparaît, et puis que si nous quittons sans avoir saisi, que le contrôle passe effectivement en arrière-plan jaune, et qu'il en va de même pour chacun d'entre eux. Donc, ici, nous allons saisir des informations, et puis par exemple avec la touche tabulation, nous allons activer dans l'ordre naturel tel qu'ils sont proposés le contrôle suivant, et vous constatez que cette fois-ci la saisie a bien été acceptée, le contrôle n'est plus vide, il ne s'agit plus de l'information par défaut, donc tout va bien, le test n'ayant pas été vérifié, la couleur disparaît, l'information par défaut n'est pas restituée, si nous recliquons dessus, vous constatez qu'elle est bien conservée, puisqu'il ne s'agit plus en effet de l'indication qui était donnée à l'origine. Si nous tapons un identifiant, vous remarquez qu'il est encrypté grâce à cette propriété passwordCar, mais si nous quittons le contrôle alors que cet identifiant n'a pas dépassé la taille de 4 caractères, il n'est pas accepté, c'est la règle, d'ailleurs nous aurions pu peut-être en donner l'indication, mais ici c'est le principe qui compte pour l'instant, et dès lors effectivement que nous atteignons cette limite, vous constatez qu'effectivement tour à tour, toutes nos saisies sont acceptées, que l'utilisateur est bien guidé au fur et à mesure dans l'implémentation de ce formulaire. Il ne reste plus que à nous occuper de l'adresse mail. Alors vous voyez ici, on va faire en sorte qu'il y ait une erreur dans un premier temps, car nous mettons bien l'arrobas, mais pas le point. Et donc forcément, notre adresse mail n'est pas acceptée. Par contre, si nous respectons scrupuleusement les informations à saisir telles qu'elles doivent l'être, vous constatez qu'à validation cette fois-ci, vraisemblablement toutes nos saisies sont autorisées, si bien qu'il ne nous restera plus qu'à cliquer sur le bouton valider. Ce n'est pas forcément une mince affaire, puisque le principe consiste à établir la connexion avec la base de données Access distante pour pouvoir y inscrire les données de ce nouveau candidat dans la table qui est prévue à cet effet, afin que à l'avenir, il puisse s'identifier par le biais de cet identifiant désormais archivé, qu'il clique sur le bouton OK, qu'il puisse choisir un test et démarrer ainsi l'évaluation. Voilà pour ce deuxième volet donc qui consiste à guider le candidat au fur et à mesure de la saisie dans un formulaire d'inscription. J'espère que cette démonstration vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.